prenait un risque, celui de voir s'ouvrir une institution très traditionnelle à de nouvelles formes d'éducation et de réponse pour les jeunes en difficulté que nous accueillons, qui sont confiés par les services de l'ASE du Conseil général et ou les juges des enfants. Cette ouverture s'est appuyée sur des expériences éprouvées autour de la mobilité européenne pour les jeunes des maisons d'enfants et sur l'éducation non formelle, qui sont autant de formes de désinstitutionnalisation. Donc c'est un pari réussi et c'est un risque qui n'en est pas un, puisque cette offre de l'éducation non formelle, qui permet d'inclure des jeunes exclus, de raccrocher des jeunes décrochés, est une chance supplémentaire de réussite de leur parcours jusqu'alors très heurté et très chaotique, de réussite du projet institutionnel et par là même de réussite d'une part importante du projet associatif de l'ADAIA, s'ouvrir, accueillir, découvrir. On prend ce langage-là, ce vocabulaire, et on va parler avec eux. Bon, voilà, vous êtes donc les mineurs isolés étrangers, et en fait, ces jeunes ont dit, est-ce qu'on pourrait arrêter de nous appeler comme ça ? Il faut qu'on fasse attention au langage qu'on utilise et qu'on relaye auprès des publics qu'on accompagne. Et pour moi, sur la maison d'enfants, ce que je dis toujours, c'est un lieu où on accueille les jeunes du monde. La désinstitutionnalisation a commencé dans les années 60, avec notamment des auteurs comme Thomas Szasz, qui est le père de l'antipsychiatrie américaine, qui va commencer à dénoncer l'institution psychiatrique et à montrer qu'elle est contre-productive, c'est-à-dire qu'elle ne soigne pratiquement pas, voire au contraire, que plus on y reste, moins on a de chances finalement de s'intégrer dans la société. Je reviens par exemple des Antilles. Et aux Antilles, qui sont des départements beaucoup moins équipés qu'ici, ils sont obligés d'innover. La nécessité à cela d'intéressant, toujours dans l'histoire d'ailleurs, quand on regarde, c'est que la nécessité nous pousse à avoir des idées. Le confort, au contraire, nous ramollit, nous abrutit, etc. Donc, évidemment, il ne faut pas en abuser de la nécessité, il ne faut pas qu'elle nous tue, mais sinon, elle nous donne beaucoup d'idées. Et j'ai été invité par plusieurs associations antillaises, dont une association de parents, que j'ai trouvé tout à fait remarquable, parce que, en fait, je leur ai dit, mais vous avez 20 ans d'avance. Ils ont 20 ans d'avance, pourquoi ? Parce que, justement, ils n'ont pas bénéficié d'allocations de ressources très importantes, et donc ils ne sont que très peu institutionnalisés. Et qu'est-ce qu'ils ont mis à la place ? Tout ce qui fait l'avenir de l'action médico-sociale et sociale de demain. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas de locaux, ils se font prêter des locaux, ils ont investi 0 € dans l'immobilier. Ils ont externalisé toutes les fonctions support, gestion, comptabilité. C'est ce que fait n'importe quelle entreprise moderniste aujourd'hui, si vous voulez. Donc ils n'ont pas recruté du personnel de ce type. Ils ont une coordinatrice qui pilote le fonctionnement, donc une structure extrêmement légère. Ils ont une psychologue à temps partiel. Ils ont quelques personnels qui sont auxiliaires à la vie scolaire. Est-ce que ce que j'ai appris me permet de vivre harmonieusement, de trouver un job, de manger 3 fois par jour, parce que c'est important, et d'avoir une vie relativement épanouie. En gros, est-ce que ça sert à ce qu'on trouve un boulot après les études ? On arrive à la deuxième définition, éducation non formelle. Alors, c'est à peu près la même chose que le premier. On a volonté d'apprendre quelque chose et volonté d'enseigner quelque chose dans un système organisé. Jusque-là, c'est la même chose, mais qui n'est pas sanctionné par l'État. C'est-à-dire que la main de l'État, la reconnaissance de l'État, des compétences de l'État, je dis bien de l'État. L'éducation non formelle, c'est sympa. C'est un truc, une modalité un peu externe au formalisme, à l'institutionnalisation. C'est une manière de se désinstitutionnaliser. Trigano dit, mais toute situation de mobilité, notamment lorsqu'elle est contrainte,
oblige à un voyage vers l'intériorité. C'est-à-dire que me retrouvant dehors, je suis obligé de me retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'introspection contrainte qui est faite par la mise à l'écart, espérons qu'elle soit la plus douce possible, en tout cas par le déplacement. Le fait que je sois mis dehors ou je me mette dehors m'oblige à aller voir dedans comment ça se passe. Et on n'aime jamais tant le camembert que quand on a quitté son pays, la France. Alors les objectifs de cette journée étaient de diffuser l'information sur la mobilité, que ça existait. Nos organisations, structures jeunesse en difficulté, ne répondent qu'à moitié à certains besoins des jeunes et je pense qu'il y a des espaces d'éducation qui sont laissés vides. L'éducation non formelle serait un bon support pour investir ces espaces-là et être plus efficace et productif en termes d'accompagnement éducatif. À cette réflexion sur l'idée de compétences humaines fondamentales. De quel savoir, savoir-être et savoir-faire on a tous besoin dans notre vie, et surtout se concentrer sur des compétences qui sont mobilisables dans toutes les dimensions de l'existence. Jeune, c'est une personne en devenir, une personne qui est en recherche de sens, et lorsque on attend alors qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Le boulot, l'emploi, quelle formation, sur quoi on doit t'orienter? Parfois on n'arrive qu'à le désorienter au bout du compte. Je travaille pour l'association EuroCircle qui est implantée à Marseille depuis 2006. On développe des projets internationaux axés sur la mobilité des jeunes et sur l'éducation non formelle et le dialogue interculturel. On intervient en tant que porteur de projets ou comme partenaire sur différents types de projets, comme les programmes européens. Je ne sais pas si vous connaissez tout le jargon européen, mais avec Erasmus+, qui est anciennement le programme européen Jeunesse en Action, le Lifelong Learning, etc. On développe aussi des projets de coopération transnationale avec le volontariat écologique franco-allemand, avec le service civique à l'international, ainsi que des projets avec des villes jumelées. Et on travaille surtout sur des projets innovants grâce au Fonds social européen. Et ce dont je peux témoigner, c'est que c'est passionnant, mais que c'est très compliqué, malgré tout encore aujourd'hui, parce que ça demande aussi à chacun d'être en capacité de remettre en question un petit peu ses pratiques. Ça demande à chacun d'accepter effectivement de faire un pas de côté dans sa pratique en allant vers des espaces intermédiaires. Je pense qu'on aimerait bien transmettre en internat et même dans l'accompagnement au quotidien avec les jeunes. Mais c'est des choses qui ne sont pas simples parce que même nous, vous l'avez dit, c'est compliqué pour nous. Et du coup, je voulais savoir en fait dans quelle méthode que vous aviez mise en place pour travailler ces thèmes-là. Avec des ateliers de musique, de théâtre, d'écriture filmique, mais ils s'en servaient comme prétexte pour parler d'autre chose, pour parler d'eux-mêmes, pour parler de leurs difficultés quotidiennes, de leur manque, leur sentiment de ne pas être armés pour poursuivre leurs rêves ou leurs ambitions, etc. Et puis pour parler de la société. Et on passait l'essentiel de notre temps à parler politique. Politique pas au sens partisan du terme, hein, mais politique au sens d'organisation des rapports dans la cité. Donc la question identitaire, elle est centrale dans la mobilité, la question aussi interculturelle, la problématique interculturelle sont aussi centrales, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Et quand on se déplace aussi, on déplace les difficultés. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à travers la valise. On transporte sa famille dans son sac à dos. On déplace les difficultés, c'est-à-dire qu'un certain nombre de choses auxquelles nous sommes confrontés dans nos pratiques quotidiennes, c'est des choses qui viennent dans notre temps. Et c'est pour ça que très souvent ça nous complique la vie, parce qu'on se dit, oh là là, mais c'est ça aussi qui est à l'origine d'un certain nombre d'exclusions aussi. Mais ce qui va faire la différence, c'est les conditions de cette mobilité. Dans quelles conditions le jeune a quitté son espace, dans quelles conditions il est arrivé, et comment ça va se passer, quel regard
va être porté sur lui. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que quand je suis venue, je m'attendais à que ce soit focalisé sur vraiment la mobilité internationale et les différents dispositifs. Et finalement, les différents professionnels qui ont été sollicités pour la journée ont ouvert le débat sur plusieurs sujets, notamment la désinstitutionnalisation, la nouvelle ère de la mondialisation qui nous incite, on va dire, à repenser nos pratiques et peut-être aussi à favoriser l'éducation formelle. Voilà, j'ai trouvé que ça ouvrait des perspectives, en tout cas nous, au niveau de la réflexion sur au sein de notre institution, notamment autour de la citoyenneté. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.